Aujourd'hui, on vous présente une petite interview de Guillermo Sequeira, qui est sociologue paraguayen, spécialiste dans les Guaranis et les indigènes paraguayens. On fait ça ici au Lido, qui est un des bars un peu classiques d'Asunción. On vous le recommande. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un petit like, un pouce, et puis partagez-la avec vos amis. Bien. Bonjour Guillermo, comment allez-vous? Bonjour, bien, oui, très bien. Merci, merci à vous. Merci à vous d'être venu aujourd'hui à notre invitation. Je voulais, si c'était possible, que, avant de commencer à vous poser quelques petites questions, si vous pouviez un peu vous présenter et nous dire qui vous êtes, pas qu'est-ce que vous faites au Paraguay, parce que vous êtes paraguayen, Tout à mais fait. si vous pouvez nous raconter un peu ce qui vous a amené à être proche de la culture française et ce que vous faites maintenant. Bon, je m'appelle Guillermo Sequeira. Donc, j'ai une expérience humaine. J'essaye toujours d'être à la hauteur et avec des amis comme vous. Je peux vous dire que le Paraguay a été fortement frappé dans l'influence, dans la présence de la culture française, de l'histoire des Français. Nous avons eu une expérience aussi historique à l'époque de Dr Gaspar Rodriguez de Francia, qui a suscité, disons, pour nous, une expérience de dimension culturelle, d'essayer de comprendre l'apport, l'impact de la culture française au Paraguay. Donc, lui, il était fils d'un commerçant portugais qui se sont installés à peu près dans une ville qui s'appelle Diaguaron. Et donc, le Caraïguaçu, le grand seigneur, s'est donc formé au niveau religieux dans une école, voire à importance aussi dans la présence idéologique, voire aussi l'importance des savoirs religieux, chrétiens, bien sûr. Et donc, il a fait sa formation en théologie et il est arrivé donc à développer ses connaissances jusqu'au ce qu'on appelle à l'époque, bien sûr, un doctorat de théologie. Mais en même temps, il a profité pour étudier un petit peu des textes, par exemple les textes de Rousseau, et bien sûr des textes qui ont à voir avec les Lumières, le temps des Lumières, Diderot, Voltaire, etc. Et donc, lui, il s'est forgé mentalement, il s'est forgé aussi idéologiquement, culturellement, dans voilà, cet apport et cette considération culturelle de la France en Argentine, au Paraguay. Et donc, de retour, il s'est occupé de questions de défense des droits, voire à la défense des paysans paraguayens. Et donc, bien sûr, lui, il dominait donc, le guarani, l'espagnol, mais aussi il commençait à dominer aussi le français. Donc, pour notre processus d'indépendance au Paraguay, sa figure a été fort, fort importante. Et donc, nous sommes forgés aussi au Paraguay la présence culturelle de la culture française, voire aussi de la politique française et de l'histoire de la France donc, au Paraguay. Voilà, donc moi-même, personnellement, j'ai reçu cette présence, n'est-ce pas, culturelle, et j'ai essayé d'être à la hauteur. J'ai entendu dire souvent que beaucoup d'hommes politiques de différents pays s'étaient inspirés de Napoléon par rapport au Code civil. Est-ce que ça avait déjà commencé avant Rodriguez de Francia ou c'était à partir de son époque où...
Et oui, je pense que il y a eu, les difficultés des communications, n'est-ce pas? Les difficultés aussi des échanges, voire diplomatiques, parce que c'est une époque pour la France que pour le Paraguay, en Amérique du Sud, disons, qui est une époque des convulsions, n'est-ce pas? Difficulté par rapport à la distance, aux À la moyens de distance, communication? voilà, Ok. distance par rapport à la difficulté de la communication entre peuples. Est-ce que vous savez à l'époque comment se réalisaient les communications diplomatiques Oui, aussi en français? diplomatique, oui. Diplomatiques entre, par exemple, la France et le Paraguay, c'était comment? Il y avait quelqu'un qui prenait un bateau et après on passait un message à cheval et la personne. Comment ça Oui. fonctionnait à cette époque-là? C'était un peu comme ça? Il y avait aussi des difficultés, disons, de communication, de compréhension, disons, des collaborations possibles, etc. Et bien sûr, ça tenait aussi à la présence des Espagnols, par exemple, au Paraguay, à l'époque, et aussi l'importance qui tenait la, les aventures, les découvertes. N'est-ce pas? C'était une époque où voir en France aussi, les éditeurs prenaient un intérêt particulier pour comprendre un petit peu toutes ces aventures, pas, des conquérants, des colonisateurs. Ça devenait aussi, disons, une opportunité pour se reconnaître, s'approcher, disons, se communiquer. Dans notre cas, il n'y a pas suffisamment de littérature ou des essais qui ont été développés, disons, pour connaître mieux, voir les difficultés, voir les opportunités, aussi les initiatives, que ce soit personnel ou que ce soit par rapport aussi à la question qui tenait au voyage dans un monde, comme dirait Joao Bastos, un écrivain paraguayen, entre le réel et le merveilleux. C'était une époque où on devait, de part et d'autre, essayer de se rapprocher, de se comprendre et de faire susciter des échanges. Donc voir aussi les initiatives de représenter les idées de ce nouveau monde, assise bien sûr sur l'apport de la Révolution française, avec tout ce que cela a à voir. Donc c'était aussi une opportunité pour pouvoir établir des expériences politiques dans les situations tant au niveau du développement diplomatique et aussi de développement, voire l'importance des sciences, par exemple la botanique, la zoologie. Dans ce cas-là, dans toute l'Amérique du Sud et dans toute cette région, ça a commencé à avoir donc une importance considérable des échanges par rapport au développement des idées, de la connaissance et aussi de l'approche sur toute la question du milieu ambiant, l'expérience historique. Ça tenait justement à un effort de part et d'autre à essayer de se comprendre et surtout d'essayer de comprendre ce nouveau monde. Donc, Il y a eu quand même une période un peu compliquée où il y avait des gens qui voulaient essayer de conquérir ou de dompter un peu la nature. Je cite toujours comme exemple Fordlandia au Brésil, où Ford a voulu faire toute une plantation d'arbres à caoutchouc et ils s'y sont cassés les dents et ça n'a jamais fonctionné. Ils ont perdu des millions et des millions de dollars parce que l'Amazone, à l'époque en tout cas, était un peu indomptable. tout à fait. Alors, vous nous dites qu'il y a eu des relations diplomatiques entre le Paraguay et la France à travers Rodriguez et Francia qui s'étaient inspirés un peu de la philosophie des Lumières. Mais ce serait sympathique de savoir, vous, qu'est-ce qui vous a attiré dans la culture française et qu'est-ce qui a fait que, enfin vous me l'aviez un peu raconté, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rapproché autant de la culture française et que vous avez passé autant de temps Ouais. là-bas? Et surtout, ça a été cette expérience aussi de découvrir une société avec toute la complexité et aussi des rapports humains. Parce que finalement, donc, je me suis marié en France avec une femme
française. J'ai eu 2 enfants qui habitent en France, malheureusement un petit peu loin. En arrivant là-bas, j'ai commencé à prendre des initiatives. Bon, par exemple, j'ai voyagé beaucoup en Berry. Donc, j'ai connu pas mal les berrichons. Ça a été une expérience formidable, des part et d'autre. D'une part, le rapport avec les paysans, les producteurs aussi de paysans, producteurs de fromage de chèvre, par exemple. Tout ce qui a à voir aussi avec les recettes, les saveurs, dans la cuisine berrichonne. Et donc, j'ai appris comme ça beaucoup de choses avec les gens simples. Hein. Parce que avant, j'avais fait déjà, et j'ai commencé à l'âge de 16 ans à peu près, avec des expériences aussi, des aventures au Paraguay, parce que j'avais un grand-père qui était catalan et donc qui était photographe. Donc, avec cette convenance de mon grand-père, j'ai appris aussi à m'insérer dans des initiatives photographiques, etc. Et donc de faire un petit peu des enquêtes à l'intérieur du pays avec des populations paysannes guaranis, mais aussi avec des populations indigènes, etc. J'avais aussi une influence qui m'ont beaucoup aidé à essayer de projeter une expérience humaine enrichissante et de part aussi de l'influence de ma mère, qui était musicien, qui était pianiste, un excellent pianiste, qui aimait beaucoup tout ce qui allait avoir avec la littérature musicale pianistique, n'est-ce pas, du 19e siècle, des compositeurs français, voire des compositeurs romantiques, par exemple dans le cas de Chopin, qui avait un rapport très fort avec la littérature française, avec des écrivains français, comme le cas de Georges Sand, du Berry. Cette expérience de s'enrichir personnellement avec plusieurs situations, plusieurs contextes, ça m'a aidé aussi à essayer d'approfondir, disons, la présence en France et voir, de travailler, d'apprendre. Chaque jour, j'allais à la Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, bibliothèque interuniversitaire. Et donc, en même temps, j'ai commencé à avoir un rapport parce que j'ai une formation aussi musicale, assez ouverte, disons, dans la musique pop, jazz, classique, etc. Et surtout, après, donc, développer la possibilité de comprendre un petit peu cette discipline qu'on appelle l'ethnomusicologie, l'ethnographie en même temps. J'ai fait des cours d'anthropologie et surtout, je me suis inscrit avec la collaboration d'un professeur français qui était Nicole Belmont, qui était assistant de Lévi-Strauss et donc une spécialiste de l'ethnographie, de l'anthropologie française. J'ai pas pris l'initiative d'aller chercher un prof qui a travaillé en Amérique du Sud ou en Amérique latine, parce qu'il y avait rapport dans l'anthropologie française et il y avait des tendances donc très fortes des Français, des professeurs, des académiciens français qui ont travaillé en Amérique du Sud. Le cas même de Lévi-Strauss, mais le cas aussi de Fernand Braudel, c'est un historien français de la Méditerranée. Je vais essayer de profiter au maximum le temps pour m'enrichir dans différentes formes d'approche. Voir ma belle-mère est née à Pékin, qui est français et très influencée par la littérature, par la culture chinoise. Il y avait son grand-père. C'était une façon pour ainsi dire, de consommer, d'apprendre, n'est-ce pas, et d'élargir les points sensibles pour avoir une
une meilleure compréhension de la société française. Et lors de votre arrivée, est-ce que, à l'époque, parce qu'il y a évidemment des codes qui sont différents au Paraguay et en France, mais peut-être, des fois je me pose la question, je me dis peut-être qu'avec la mondialisation, les grosses différences qu'il y a entre différentes sociétés qui sont aussi loin peuvent s'effacer un peu. Est-ce qu'à l'époque, les codes étaient encore plus différents que maintenant entre le Paraguay et la France? Je fais un effort d'approfondir la connaissance et la reconnaissance de la culture française pour mieux comprendre aussi ou voire analyser parfois simplement l'importance des rapports, l'importance d'exercer la mise en représentation et d'approche, n'est-ce pas, d'une expérience biculturelle ou transculturelle. Je crois, là aussi, Joao Bastos, une expérience de vivre en France, disons, qui a été sauvé parce que lui, il a fait aussi une expérience d'exil Ouais, en France, exil politique. C'est un peu le Victor Hugo paraguayen. Oui, à peu près, oui. Et d'autant plus que lui aussi, il a eu une expérience personnelle d'approche et des compréhensions et l'importance aussi dans la littérature française. Il a vécu aussi beaucoup de temps en Argentine et l'Argentine aussi était plongée, disons, dans différentes façons de comprendre et d'être un pays aussi, une société très complexe. Mais malgré ça, donc, Joao Bastos, il a nominé à cette expérience une attitude d'oubli fertile. C'est-à-dire? C'est-à-dire, d'une façon, oublier l'origine, Ses origines? ses Sa culture origines, paraguayenne? sa culture paraguayenne, latino-américaine, etc. Et en même temps s'enrichir avec l'apport d'autres cultures. Et dans ce cas-là, de la culture française. Les pays, en particulier l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, ont quand même un socle culturel Absolument. commun, même si peut-être que le Paraguay, en rajoutant toute la culture guarani et indigène, est peut-être un peu plus compliqué, mais il y a quand même un socle qui se ressemble beaucoup entre l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Absolument. Mais on peut voir aussi l'importance des échanges et de capture par la population française des lexiques qui sont d'origine guarani, mais en France. Par exemple, piragua, n'est-ce pas? C'est guarani tupi, pour ainsi dire, piragua, c'est-à-dire stomac de poisson. Pas? Le cas même, pour la nomination, il y a encore des lieux en Normandie, par exemple, Bretagne, où on nomine le tabac. Le tabac chiqué dont vous parliez la dernière fois, Voilà. je me souviens. Le tabac, par exemple, dans la nomination guarani, d'origine guarani. Comment ça s'appelait en français? Parce que même moi, je ne le savais pas. C'est ça, Peta? Et à vrai dire, en guarani, c'est voilà les échanges de lexiques, dénominations, etc., qui ont donc une influence dans ces rapports et ces compréhensions et ces interprétations. Dû aussi à la présence et l'expérience des conquérants, des gens simples qui ont vécu, qui ont voyagé, n'est-ce pas, dans cette région, parce que cette région était considérée à l'époque ce qu'on appelait le Nouveau Monde, n'est-ce pas? Et donc qu'il fallait conquérir dans tous les sens, n'est-ce pas? Mais en même temps l'adopter à la façon de chacun. Mon attitude était justement de revendiquer la conception, la définition de Joao Bastos de l'oubli fertile. Bon, ça peut être, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant, surtout quand on veut s'intégrer dans une nouvelle culture. On est forcément un peu obligé d'oublier un peu de la sienne. Absolument. Alors, on avait préparé quelques petites questions. Alors, toujours
si vous voulez l'aborder d'un point de vue un peu plus sociologique ou personnel, c'est bien à vous de le décider. Alors, on a une question qui est, quand on parle du Paraguay en France, on se rend compte qu'il est très peu connu. C'est vrai que souvent, ça m'est arrivé pendant mes années de fac d'y retourner, et on me demandait, oui, tu vivais où? Au Paraguay. Ah, l'Uruguay. Les gens ont du mal, alors Ouais. peut-être un peu moins avec des événements mondialement connus de foot où les gens ont appris à connaître le Paraguay, mais c'est vrai on le confond très souvent avec d'autres pays, donc pas très très connus. C'est vrai qu'en Amérique du Sud, on est quand même entouré de pays énormes comme le Brésil et l'Argentine qui sont de grands pays. Selon vous, quelles sont les idées reçues les plus fréquentes des gens sur le Paraguay en sachant qu'ils ne le connaissent pas forcément? Et d'une part, je crois que cette question de ne pas très bien comprendre, ça a à voir avec une expérience aussi historique. Le Paraguay a aussi souffert à une époque des gouvernements un petit peu autoritaires, forts, etc. Et que considérer aussi le cas de l'influence de la culture française comme une culture rebelle. On parle de Stroessner ou on parle même d'avant? On parle avant et on parle à l'époque de Stroessner aussi. Et donc, comme la situation accidentale, géographique et le centre, voire le cœur d'Amérique du Sud, avec peut-être la Bolivie, a été aussi considéré comme une présence et comme une situation stratégique, voire pour dominer l'Amérique du Sud ou une grande partie de l'Amérique du Sud. Et donc, surtout à partir de l'importance qu'a suscité politiquement de la part de Nelson et David Rockefeller. Parce qu'à partir des intérêts avec Rockefeller, déjà 1920, 1930, etc., avait créé aussi une think tank, voyant ça au niveau d'une initiative nécessaire pour la domination. Justement, là maintenant, on est dans cette situation qu'on se trouve encore de émancipation del patio trasero, n'est-ce pas? Oui. Considéré par les États-Unis et les pouvoirs, et voir aussi dans l'apport d'intérêt au niveau de l'exploitation des ressources naturelles, comme c'est le cas, par exemple, de l'eau, comme c'est le cas de la forêt, n'est-ce pas? La biodiversité. Là, on est dans cette situation de convulsion, des intérêts. Et bien sûr, la planète monde doit aussi réfléchir profondément dans quelle situation de compromis partagé ou autre, dans justement cette situation aussi de collaboration, de coopération internationale, avec tous les problèmes que cela comporte. Par exemple, les changements climatiques, qui a un impact considérable au niveau des populations indigènes, etc. Et il ne faut pas oublier, entre la France, le Paraguay, les cultures, etc., chose qu'on oublie en France. Oui. La présence française dans l'Amazonie, en Guyane française. Il y a les Wayampi. Les Wayampi sont des peuples guaranis. Et on estime aujourd'hui que l'origine de la présence et les origines de la culture guarani, le guarani, la langue guarani, une des langues, a été créée avec l'effort de ces sociétés, disons, pop, guarani, tupi et autres, dans l'Amazonie. Et donc, le guarani est né en Guyane. Et ces peuples indigènes guyanais parlent un guarani qui ressemble un peu à notre guarani d'ici? Les Wayampi. Oui. Ah, oui, même des Français, et on ne prête pas d'importance. Voilà, stratégique. Moi, personnellement, j'étais même pas au courant. Non, mais on ne connaît pas. On ne connaît pas, ou très peu. Alors, si on ne connaît pas beaucoup le Paraguay, c'est aussi, bon, il y a un exemple. Bah, même en le connaissant beaucoup, on peut ne pas savoir aussi. Donc, si on ne connaît pas, ça, c'est très compliqué. Donc, ben, voilà, avec la présence française, bon, il y a une présence scientifique, technologique, etc.
parce que c'est le lieu aussi des expériences en recherche astrophysique, astronomique, etc. Et de lancement de fusées, etc. Ouais, Oui, bien sûr. exactement. Alors justement, en parlant de culture française et guarani, alors il y a une question qui disait quels sont les traits de la culture paraguayenne qui facilitent particulièrement l'intégration des Européens en général et des Français en particulier au Paraguay. Alors ça, c'est une question que j'ai formulée comme ça parce que moi, j'ai eu l'impression en arrivant, peut-être un peu jeune, que je trouve que le Paraguay, pour l'intégration d'Européens qui voudraient venir s'y installer, est relativement facile comparé à, je sais pas, des pays par exemple d'Asie, du Sud-Est ou du Moyen-Orient, ou alors peut-être d'Afrique, où il peut y avoir quand même des barrières beaucoup plus importantes au fait de se sentir intégré dans le pays, alors qu'au Paraguay, je trouve que ces barrières existent relativement peu. Est-ce que vous avez une explication à ça? Bon, d'une part, je crois que ce qui est très intéressant dans l'expérience historique, Révolution française, développement, et surtout après le capitalisme aussi, la France a inventé le tourisme. Aujourd'hui, je crois qu'il doit y avoir plus de 9 millions de touristes qui arrivent en France. Voir aussi le symbole de la Tour Eiffel et d'autres choses. Donc, la France a su, et surtout les penseurs, les connaisseurs de l'identité française, ont travaillé finement pour aboutir à une stratégie pour capter l'attention des autres peuplades, d'autres sociétés, à visiter la France, à visiter Paris, à visiter, etc., etc. Donc aussi le Louvre. La France a inventé le Louvre. Cette invention de créer un symbole de la culture qui est en fait propre à l'Europe, qui est les musées, c'est aussi un apport fort intéressant. Après, avec les échanges aussi en Europe, l'Espagne même adopte cette expérience et commence à apprendre comment faire avec cette possibilité du tourisme, qui est aussi une opportunité de reconnaître l'autre, n'est-ce pas, de s'enrichir avec l'autre, etc., à travers les découvertes. J'imagine aussi quand même une motivation économique de faire venir des gens d'ailleurs avec des capitaux ou, dépendant de l'époque, des marchandises et faire du commerce aussi. Absolument. Donc, on est toujours dans cette situation d'effort parce que la planète est de plus en plus petite. La nécessité des échanges, des collaborations, de l'intégration, surtout dans aujourd'hui cette situation de révolution technologique est très forte et nécessaire. Par exemple, pour nous, de développer et d'attirer l'attention aux Français pour qu'ils viennent au Paraguay à nous aider, etc., à échanger des expériences aussi, le système de développement ou des programmes, disons, d'action, est dû aussi à l'intérêt, par exemple, au niveau régional, comme je disais tout à l'heure, l'importance qu'il y a l'Amazonie pour la France, parce que c'est un des pays qui est présent. Il y a 12 pays qui sont présents dans la région. Et aussi une population de millions de personnes qui sont des Européens, pas seulement des Français, n'est-ce pas, sur la colonisation anglaise, etc., etc. Donc ça, c'est à réfléchir. C'est d'une importance stratégique pour le monde, pour la planète monde, de protéger l'Amazonie. Et par rapport au fait que ce soit plus facile pour des Européens de se sentir intégrés au Paraguay, est-ce que vous pensez que c'est la dimension culturelle qui fait que c'est plus facile pour eux de se sentir bien au Paraguay? Absolument. La culture, la reconnaissance de cette dimension culturelle est un apport et d'une importance stratégique pour apprendre à communiquer, à se comprendre, à établir des échanges et des collaborations possibles. Je pense que oui,
c'est important. Et le Paraguay, ça peut être aussi, comme le cas du Brésil, bien sûr, il y a une population, disons, française fort importante. Et les Brésiliens, tant au point de vue académique comme au point de vue de peuplade, reconnaissent l'importance d'une collaboration, d'une coopération avec la France. D'ailleurs, la dernière visite de Lula à Paris, c'est devenu une expérience notable à souligner. Et donc, aussi, les rapports et la relation du Brésil avec le Paraguay, etc., etc. Mais d'autre part, est-ce qu'il peut y avoir peut-être une préoccupation sur l'effort partagé entre l'Europe et surtout la France, qui établit une initiative toujours forte dans l'Union européenne. Cet effort de pousser à 26 ans d'efforts, n'est-ce pas, qui n'a pas abouti encore, pour signer un accord entre le Mercosur et l'Union européenne, bon, c'est un problème. Il faut réfléchir et il faut que si. Ça en discute beaucoup en ce moment en France, pas forcément dans les meilleurs termes d'ailleurs. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas forcément pour. Mais par rapport à ce que vous dites, il y a quand même beaucoup de Français, je trouve, qui pensent que la France a un rayonnement qui devient de moins en moins important à l'international. Je ne sais pas, vous, étant paraguayen, mais connaissant bien la culture, depuis l'extérieur, comment vous voyez ça? Est-ce que vous trouvez que le rayonnement de la France a un peu baissé par rapport à il y a une vingtaine, trentaine d'années? Ou est-ce que vous trouvez qu'elle conserve quand même un peu de sa superbe? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui est très franco-français de penser que ça va mal? Ou alors est-ce que c'est quelque chose de réel? Point de vue influence. Je pense que c'est dû à un processus d'impact au niveau géopolitique. L'américanisation du monde? Non, au contraire. C'est la naissance d'un nouveau monde. On peut dire les BRICS, n'est-ce pas? Oui, oui. On peut dire la Chine. J'ai vécu avec ma belle-mère qui est née en Beijing, Chine, ouais, n'est-ce pas? Et donc, jusqu'à l'âge de 26 ans, elle parlait le mandarin. C'était sa langue, voire maternelle. Ça m'a beaucoup marqué, ça. Donc j'ai étudié aussi, j'ai beaucoup lu des académiciens de haute taille qui ont vécu en Chine, n'est-ce pas? Voire des penseurs, philosophes jésuites, rebelles d'ailleurs, qui sont établis en Chine. Voir la première initiative au niveau diplomatique, puis le général de Gaulle a accepté la victoire du commandant Mao dans l'indépendance de la Chine. Donc, j'ai beaucoup étudié aussi, j'ai beaucoup appris par rapport à la stature de Gaulle, avec sa pensée. Et avec aussi, voir les conflits avec l'OTAN. Donc, ce sont des apprentissages formidables qui m'ont donné aussi à peaufiner, disons, la façon de penser, de voir et d'analyser les situations. Parce que je travaille beaucoup avec des populations indigènes, n'est-ce pas? Mal compris comme des populations analphabètes. Parce qu'il faut voir aussi dans la théorie ethnographique. Justement, si vous me permettez de vous couper, c'est parfait pour la prochaine question, parce que justement, c'était ça. Que votre spécialité, justement, concerne les peuples indigènes. En quoi les peuples indigènes sont-ils encore présents et ont-ils une influence sur la culture différente du Paraguay? Parce que justement, on disait qu'il y avait un socle commun entre les pays qu'on dit vulgairement rioplatenses, mais que le Paraguay a quand même quelque chose de bien spécifique qui est cette culture guarani indigène qui n'est pas seulement spécifique aux indigènes, mais qui s'étend à tous les Paraguayens, même s'ils n'ont pas forcément des racines indigènes. Absolument. Et c'est une expérience formidable exercée
par ces populations, parce qu'il faut voir. Aujourd'hui, il y a 88 cultures qui animent l'enrichissement dans ce processus aussi des sociétés de culture guarani, et ils sont donc 88 aujourd'hui, pas seulement dans l'Amazonie, dans l'Amérique du Sud. Et cette expérience formidable m'a attiré l'attention à comprendre l'importance stratégique qui est donc qui peut être considérée et mise à plat pour comprendre l'importance de l'initiative d'Homo sapiens comme un effet formidable d'invention, c'est-à-dire la capacité des hommes, des femmes, des enfants à inventer une langue, à inventer une culture. Ça m'a attiré, cette question, pour approfondir les connaissances des cultures dans tous les sens, mais surtout de l'effort d'invention. Moi, surtout, ce qui me surprend énormément, c'est que j'ai essayé de chercher un peu des statistiques, vous me direz si je me trompe, j'ai cru voir qu'il y aurait entre plus ou moins 1,8 et 2,2% de population indigène ici au Paraguay. Mais par contre, j'ai l'impression que la culture indigène guarani s'étend à beaucoup plus que ce 1,8 ou 2,2%, mais qu'elle elle irradie un peu sur tout le reste du Paraguay, parce que même si on me pose souvent la question, on me dit oui, les Paraguayens, est-ce que c'est un peuple très homogène? Au contraire, je dis que c'est très hétérogène. Il y a beaucoup de gens qui viennent surtout en grande partie d'Europe, des descendants d'Européens, mais qui se sont mélangés, mais que la culture guarani reste quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, même s'ils ont des noms à consonance hispanique, portugaise, française, italienne, qui quand même utilisent le guarani dans la vie de tous les jours et ont cette culture commune, malgré le fait qu'ils ne soient pas indigènes. Comment vous pensez que ça s'est articulé, le fait que ça... Et c'est à dimension purement, simplement humaine. C'est une initiative à comprendre des sociétés qui a une nécessité que une langue, une culture puisse avoir un rôle d'humanisation, d'humanité à une échelle, disons, qui surprend. Comme le cas pour vous de Québec, par exemple, pour le cas pour vous la Bretagne, l'Occitanie, etc., etc. Toujours, il y a, on dirait, comme une peuplade exerce le rôle d'allonger son bras solidaire et de passer à une fonction où sa langue permet de communiquer avec d'autres cultures. Moi, j'ai travaillé, j'ai beaucoup appris avec les Tomahawks, avec les Ebetoso, n'est-ce pas? Associé avec les cousins germains Adjoreo Moro, Chaco, n'est-ce pas? Avec la Bolivie aussi, n'est-ce pas? Mais les Tomahawks, quand je les retrouvés dans les forêts de l'Alto Paraguay, n'est-ce pas? Ils étaient 80 personnes. Ils étaient au plan de disparaître. Et ils parlaient surtout le cherou, c'est-à-dire leur langue. Qui est une variante du guarani ou... Non, rien du tout. Rien du tout. C'est comme, c'est comme le chinois et le français. Ah ok, d'accord. Ça n'a rien à voir. Donc ça n'a rien à voir. Et vous avez appris à... Donc j'ai essayé d'apprendre, bien sûr, avec eux, parce qu'ils m'ont invité à vivre avec eux. Donc c'est une langue seulement parlée ou il y a de l'écriture aussi? Non, parler seulement. Seulement. Et donc, à un moment donné, ils m'ont demandé d'exercer, enfin, de prendre une initiative pour l'écriture de cette langue, et on l'a réussi. C'était une... Et donc, vous avez travaillé sur une romanisation de la langue? Oui, exactement. Ah, très intéressant. Voir, utiliser le latin, n'est-ce pas? Et aussi voir le clavier de l'ordinateur, voir aujourd'hui le téléphone, voilà quel type de codification on utilise pour
que ce soit simple, pratique, ou voir le New Tribes, New Tribe Mission. Les missions évangéliques nord-américaines qui se sont installées ici, pour essayer de développer une expérience de mentalisation à une autre culture et surtout... Ça doit être tout un travail de transformer le l'enseignement oral à l'écrit. Hein. Tout à fait. Non, c'est une expérience, et comme j'étais musicien, ça n'a pas été une difficulté d'une part, à écouter la langue, et d'autre part, à essayer de reproduire. Donc, j'essayais d'apprendre cette façon. Je n'ai pas eu, parce que j'ai eu l'expérience aussi d'apprendre le hongrois, le français, bien sûr, d'apprendre un petit peu l'italien, le portugais, machin. Donc, vous parlez un peu tout quand même. On a essayé de, comme on dit en France, baragouiner. Ah, oui. Donc, c'était aussi une façon pour essayer de se comprendre avec les autres. Donc voilà, le Guarani, ça a été un processus. D'ailleurs, ils ont appris les jésuites, les Jeff, et en français. C'était des princes, c'était des gens avec une formation militaire, c'était des gens avec un haut niveau culturel, stratégique, etc., pour dominer. Et pour créer cette expérience aussi des missions, n'est-ce pas? Donc au Paraguay, il y a eu 30 missions jésuites. Avec ça, de s'établir et en même temps de prendre le territoire, et surtout cette question d'apprendre la langue native. D'ailleurs, des jésuites qui étaient basés au Brésil ont dû une importance stratégique à affirmer le guarani, avec toutes les tendances, une centaine de langues guarani et une biodiversité fantastique à travailler. Alors, je ne sais pas si vous saurez sûrement me répondre. On m'a dit que beaucoup de jésuites dans une époque semi-moderne étaient des moines jésuites français, et que certains étaient venus et donnaient des cours au Colegio San José. Et souvent, je rencontre des gens qui ont entre une soixantaine et 70 ans, plus ou moins, qui essayent de me parler en français parce qu'ils se souviennent de quelques cours qu'ils ont eu justement des moines français qui étaient professeurs au Colegio San José. Tout à fait. Moi, j'étais en primaire, oui, au Colegio San José, et en secondaire aussi. Donc, je connais cette histoire. Par exemple, le président Roas Monsi a vécu toute sa formation, lui, d'origine hongroise, au Paraguay, n'est-ce pas? Toute sa formation avec des prêtres français. Ils se nominaient aussi avec leur nom d'origine, prénom, etc. Monsieur Laurent était une des références formidables. La Guarda, des prêtres d'origine française. Donc, le Colegio San José a formé plusieurs présidents de la République paraguayenne et a formé aussi pas mal d'intellectuels. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que presque tous les présidents paraguayens sont sortis soit du San José, soit du Cristo Rey. Plus de San José, mais à partir de 1960, avec la présence justement des jésuites, de Jeff, à Cristo Rey, ont développé cette opportunité pour former dans une pensée plus critique, pour ainsi dire, dans la situation du Paraguay, pour répondre à leur façon aussi à des préoccupations communes. Par exemple, une grande partie des films qui représentaient la nouvelle vague au niveau cinématographique, je l'ai vu grâce à un jésuite qui était un animateur, n'est-ce pas, de ciné-club. Toujours, j'ai essayé de m'embiver, disons, de cet apport et cette reconnaissance, parce que, bon, le Colegio San José était un exemple. Alors, ma question suivante, c'était par rapport à... comme on disait que beaucoup de gens méconnaissaient le Paraguay, il y a beaucoup de gens qui pensent que le Paraguay est un pays très peu mixte en termes de population.
alors que finalement, dans les faits, c'est plutôt un pays extrêmement métissé et quand même, beaucoup de gens sont surpris à quel point les faciès sont très européens. Comment vous expliqueriez ce fait? Un phénomène, une situation très complexe qui a à voir aussi avec des conditions de contexte, c'est-à-dire des conditions historiques, n'est-ce pas, voire limitées, voire aussi ouvertes, pour voir aussi que Roi Vastos, justement, le nomme le pays de la terre, mais sans terre, pas des hommes sans terre. Et donc c'est dû aussi à cette situation qu'on appelle méditerranéenne, enfermée, fermée à l'intérieur, au milieu de terre, etc. C'est une situation d'une influence à cet aspect, ou à ces plusieurs aspects aussi, social, politique, quoi. Par exemple, de gouvernement très autoritaire, qui a forcé aussi l'immigration vers frontières, vers les pays au niveau de la région, très peu au Brésil, mais beaucoup en Argentine, où il y avait enfin, une opportunité tant au niveau laboral et tant au niveau aussi d'une attitude assez solidaire du peuple argentin. Est-ce qu'il y a eu un point un peu principal à cette grande mixité? Parce que quand on va dans des pays voisins, comme par exemple la Bolivie, on se rend compte que quand même la population est beaucoup moins métissée qu'au Paraguay. Est-ce que ça a peut-être à voir avec la guerre de la Triple Alliance? Oui, d'une part, oui, c'est vrai. Mais d'autre part aussi, la guerre del Chaco, la Bolivie, et aussi les intérêts pétroliers. Après le cas de Venezuela en 1920 à peu près, qui a eu l'invasion des bateaux militaires de l'Angleterre, d'autres pays, disons, européens, étaient très préoccupés parce qu'ils savaient déjà que c'était un pays sud-américain qui avait des ressources pétrolières, énergétiques trop importantes déjà à l'époque. Et après, la guerre du Chaco, avec les intérêts de l'Exxon Mobil et Exxon Standard Oil, n'est-ce pas? Et la Shell. Donc, Encore une fois, on est en train de reparler de la même personne dont on a parlé tout à l'heure. ah, tout à fait, tout à fait. Donc, On ne nommera pas. Oui. Ceux qui savent, savent. Et pour revenir un peu aux indigènes, alors très souvent, j'ai entendu dire, moi, par rapport à quelque chose que tout le monde entend relativement rapidement quand il arrive au Paraguay, le lema, c'est tranquilo nomás. Tout est tranquilo nomás, Oui. tranquille. Et j'ai souvent entendu parler, et vous pouvez me dire si c'est vrai ou pas, dire que cette tranquillité, alors certains Européens viennent et peuvent dire oui, il y a peut-être un manque de sérieux. Moi, je le vois pas comme ça. Je le vois plus comme une tranquillité d'esprit, la chaleur, une attitude, une attitude, une culture différente. et une coutume aussi. Mais j'ai souvent entendu dire que c'est dû au fait que c'est quand même vrai que la nature ici est extrêmement généreuse. On n'a même pas besoin de planter des choses et ça pousse tout seul. Et il pleut, il y a de l'humidité, il y a de la chaleur et ça pousse très très vite. Et donc, j'ai entendu dire que les Guaranis étaient des peuples plus chasseurs-cueilleurs qui n'ont jamais vraiment eu à souffrir du froid et du manque de nourriture parce qu'ils vivaient par exemple dans une zone, chassaient, cueillaient, et quand cette zone commençait à tarir un peu en aliments, changer d'endroit et aller un peu plus loin et continuer comme ça, et donc qui n'ont jamais eu en fait une préoccupation comme les peuples qui vivent dans des zones froides, qui doivent appliquer un peu la théorie de la cigale et de la fourmi, de dire ah, il faut travailler pendant l'été pour récolter, pour pouvoir survivre pendant l'hiver, et que dû à ça, le Guarani n'est pas enfin, la culture Guarani n'est pas une culture de personnes très stressées, dû au fait qu'ils n'ont jamais subi de manque. Est-ce que vous trouvez que c'est vrai ou pas tellement? Oui, d'une part et d'autre. Mais il faut voir, il faut donner une explication possible. Pour se l'apercevoir
sur les attitudes des gens, des populations, etc. par rapport. Donc, je pense que moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est une attitude des indigènes en général, mais particulièrement dans le cas des Guaranis, une attitude de tendresse par rapport aux échanges, par rapport à la reconnaissance, etc. Oui, il y a une certaine tranquillité, mais aussi un besoin humain de communiquer, de collaborer, etc. Donc, il y a une... Nous, on parle d'une façon d'approcher la politique, etc., etc. Et ce n'est pas comme ça. C'est une autre façon de voir et de penser et d'exercer la réalité, la situation. Autre petite question qui n'est pas directement liée, mais c'est plus par rapport à la dernière fois, on en avait discuté lorsque vous avez fait votre conférence à l'Alliance. Est-ce que peut-être aussi que le fait que j'ai l'impression que le Paraguayen est quand même très voit plutôt d'un bon œil le fait qu'il y ait des expatriés européens, américains qui viennent. Je vois jamais le Paraguayen dire ah non, on n'en veut pas ici. Ils sont plutôt très très accueillants. Est-ce que cette façon tellement pacifique et même au contraire positive d'accueillir les étrangers ne viendrait pas un peu de quelque chose que vous avez dit, c'est cette tradition des différentes tribus qui rentraient en conflit et qui finalement finissaient par le perdant s'unissait au gagnant et ça se faisait comme ça tout naturellement et pas d'une façon particulièrement belliqueuse. Oui, j'étais questionné aussi par la question de voir des traditions. Par exemple, nous, gens modernes, n'est-ce pas? Dans la planète Terre, il y a une cinquantaine de conflits. Et voilà, des conflits violents. Oui. Donc, je me suis intéressé à travailler des concepts, surtout à partir de la cosmovision, cette expérience culturelle des Indiens en général. Je me suis aperçu sur la pratique complexe de relations. Ce n'est pas un secret, les relations humaines en général sont trop complexes. Trop complexes. Pour nous, pour eux, etc. J'ai beaucoup fait des questionnaires, disons, ethnographiques pour savoir et pour approfondir l'attitude de conflits interethniques. Ils m'ont expliqué que, bien sûr, ça existait ça, mais que à la différence de nous, parce qu'ils ont eu aussi un rapport avec la guerre de la Triple Alianza, ils ont participé, du moins. D'autre part, la guerre du Chaco aussi, il y a beaucoup d'Indiens qui ont participé. Oui, ils ont été forcés à participer. Et donc, ils ont appris à cohabiter avec les soldats paraguayens, voilà, les Boliviens, etc. Et donc, ils m'ont dit qu'à notre différence, nous, on prend un prisonnier. Et on les lance à une situation forcée d'isolement. Et pour eux aussi, la situation voire des conflits, voire des combats aussi interethniques, était surtout pour mieux lutter contre la morbilité, voire la maternomorbilité indienne. Et donc qui perdait constamment, enfin, descendait sa situation démographique. Ils ont trouvé une autre façon donc, ils prenaient les femmes, surtout les femmes. Les femmes étaient adoptées, pas prisonnières. C'est ça. Dans la communauté qui a gagné le combat face à l'autre. Et donc, cette femme, il savait très bien, avec sa langue, bien sûr, sa culture, avec quelques différences culturelles, linguistiques, etc., était considérée comme un apport dans la communauté et qui pourrait aussi accroître et participer, contribuer
à l'accroissement de la population qui était en danger de disparaître. Et d'ailleurs, moi, avec une expérience d'apprentissage des langues, des cultures, des techniques, voilà, ce qu'on appelle, nous, par exemple, des techniques agroécologiques, ou en France, on appelle des techniques de production bio, pourrait être une expérience fort enrichissante pour nous, pour sauver l'Amazonie. D'ailleurs, au Brésil et d'autres pays amazoniens, on appelle, disons, au secours aux Indiens pour qu'ils nous sauvent, pour qu'ils nous apprennent comment travailler dans l'administration des ressources forestières, des ressources amazoniennes, c'est-à-dire avec la question aussi changement climatique, etc., etc. Donc, je vous dis ça parce que j'ai eu l'expérience aussi d'essayer de comprendre l'expérience des paysans français sur la question produire bio, etc., etc. Et c'est une expérience considérable. Et donc, l'expérience qu'on pourrait forger ici, en échange de coopération, de techniques et de façons différentes d'approcher cette question, tant au niveau de sauvetage de la biodiversité, mais aussi d'enrichissement technique, culturel, etc. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à développer dans la coopération. Donc, nous avons besoin des Français, des paysans, des ingénieurs en biotechnologie, par exemple, voir la question des semences. Ici, par exemple, on n'a pas, malheureusement, des entrepreneurs qui pourraient créer leurs entreprises basées sur la reproduction pour le sauvetage, par exemple, des semences natives qui est développée par les Indiens. Et donc, ici seulement, si un paysan voudrait acheter des semences, il doit s'approcher aux entreprises représentées par la Cargill, par des corporations japonaises. Oui, bah avec le problème que ce sont souvent des plantes qui sont hybrides et qui sont stériles après une production. Donc voilà la question de préoccupation que se porte de la part de l'agriculteur français aujourd'hui par rapport à la signature de cet accord, n'est-ce pas, Mercosur, Union européenne. Une possibilité d'échanger, voire de céder, de collaborer avec donc l'apport des Français au Paraguay pour cette question. Nous, par exemple, travaillons beaucoup avec des paysans. J'essaye de le faire convaincre. Au lieu de chercher un modèle ailleurs, il faut travailler sur le concept de anti-modèle. C'est-à-dire, chaque famille, à sa façon, d'une part, essaye d'approfondir les techniques propres, d'expérience historique, millénaire. C'est ça qui est important. Parce que notre système, plutôt néo-capitaliste, quoi que ce soit, c'est un système qui aide plutôt à la destruction des ressources, destruction humanitaire, destruction culturelle, etc. On en avait parlé la dernière fois, c'est quand même, et je le raconte souvent à des Français qui viennent ici et je leur montre, je leur dis, au Paraguay, il y a quand même beaucoup de gens qui continuent à se traiter, vu qu'au début, beaucoup de médicaments ont quand même été extraits, les principes actifs ont été extraits de plantes amazoniennes ou d'autres endroits, et que les gens ici continuent beaucoup à traiter beaucoup de maladies ou d'afflictions à travers le tereré et les plantas medicinales, les yuyos, tout ça. Et que, par exemple, c'est très commun que, je sais pas, tu dis à ta grand-mère que tu as mal à la gorge, elle te dit fais un gargarisme avec du gros sel et des feuilles de goyave, tu as mal au ventre, prends un thé de boldo avec ton maté, et que les gens, traditionnellement, continuent à se soigner beaucoup avec les plantes ici. Le meilleur service public sanitaire, de meilleure santé, c'est dû au chamanisme guarani et autres qui ont pu garder ce savoir, cette richesse. Aujourd'hui, en Asie, en Inde,
voire aussi des organismes. Par exemple, l'OMS a pris déjà des initiatives pour affirmer leur intérêt à développer, à voir comme un apport, une contribution formidable de peuples d'origine millénaire et surtout des expériences millénaires à mieux connaître et voir, pouvoir comprendre aussi les phénomènes, ce qu'on appelle les douleurs. Les douleurs et la question de la santé. Par exemple, nous avons eu un travail collectif avec nos populations parce qu'on a des résultats formidables hein, avec ce système, c'est-à-dire d'affirmer les techniques, les cultures, les savoirs, les connaissances traditionnelles. Avec ça, donc, de résoudre le problème ou d'essayer de résoudre. Parce que, par exemple, la question sur l'eau, il y a aussi des questions techniques, il y a aussi des questions sur la question et des techniques sur la question de l'eau. Par exemple, tout ce qui est un problème de sanitation, tout ça, il faut voir, il faut passer à la loupe et il faut étudier en profondeur et surtout avec les connaissances d'aujourd'hui. On pense que l'intelligence artificielle, nous on travaille avec une certaine façon d'intelligence artificielle. On a par exemple fait un effort pour affiner l'observation, c'est-à-dire finalement de travailler moins au système agroécologique et de donner l'importance pour faire travailler la nature. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y a 30 ans. Et ça a donné des expériences fort intéressantes. Parce que c'était une façon d'essayer de à piger les problèmes, les solutions, et en même temps à forcer la nature pour travailler pour nous. Aujourd'hui, on appelle intelligence artificielle. D'une façon ou d'une autre, c'était une intelligence naturelle. Mais un effort aussi d'imaginer, de fantaser, n'est-ce pas, et de faire un effort créatif, surtout. Donc voilà, on continue comme ça. Et grâce à ça, nous, on produit nos semences. Mais c'est une espèce de travail de bibliothécaire un peu, où il faut garder les... Et surtout en échange. Ouais. Échanger avec les populations indigènes, qui ont ça va extraordinaire, pas? Et concernant la production de semences. Et voir aussi la question climatique. Ça, c'est aussi un problème assez grave. Et donc, il faut réfléchir et il faut étudier, il faut prendre toute l'importance stratégique pour pouvoir se sauver et pouvoir donc trouver des solutions. Et je pense que la sagesse et la créativité est une opportunité formidable à résoudre les problèmes, surtout par des populations, disons, avec une pauvreté, enfin, des possibilités réduites, n'est-ce pas? Et nous, on l'a fait et on est très orgueilleux. D'ailleurs, on a eu à un moment donné l'apport des cartographes français qui ont venu de Paris pour voir un petit peu des études cartographiques sur l'apport et la contribution de notre système, ce qu'on appelle système axial, comme axis, c'est-à-dire le point stratégique, disons, de se comprendre, de collaborer et de faire des échanges richissimes. En parlant de cartographie, vous avez vu que la technologie apporte quand même des choses intéressantes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis à peu près un mois, on a maintenant Google Street View, où on peut aller sur Google Maps et se balader comme si on y était dans la rue, parce qu'il y a les voitures qui sont passées, qui ont cartographié les rues. Et donc, dans beaucoup de rues d'Ascension et d'autres villes, grandes villes, vous pouvez rentrer sur Google Maps et vous promener comme ça, comme si vous marchiez. Mais ça, c'est une nécessité et stratégique, voire aussi militaire, pas? Politique aussi de domination. Parce que la connaissance, c'est, disons, le premier instrument à développer et à trouver des opportunités pour toutes les populations. Surtout, reconsidérer aussi les opportunités dans ce bon sens.
Est-ce que vous avez le temps pour que je vous pose une dernière petite question? Absolument, avec Oui. plaisir. Oui. Alors, en ce moment, on voit que sur les 3 dernières années, alors même si le Paraguay a toujours été un pays d'immigration, mais sur les 3 dernières années, il y a à nouveau un regain de popularité du Paraguay par des expatriés plutôt européens et américains qui viennent faire leur résidence ici au Paraguay. Alors, pour venir y chercher soit des avantages fiscaux, soit une vie plus à leur goût. Selon vous, quels sont les aspects du Paraguay qui font que ce pays plaît autant dernièrement à toute cette population? D'une part, c'est dû à un intérêt, mais aussi, il y a là, disons, une stratégie un petit peu timide encore, mais assez présente, c'est ça, C'est-à-dire du gouvernement, Paraguay du pour gouvernement. faire venir des gens? Non, parce que c'est pas comme ça qu'on le fait. Tout simplement, ils disent au Paraguay, on paye pas d'impôts, qui est une bêtise absolument Oui, en tout cas, on un n'en petit paye peu pas beaucoup comparé à d'autres pays. immature, immature. Donc, c'est pas avec ça que. Voilà. Mais il n'y a pas que Ils des ont- gens qui cherchent l'optimisation fiscale, il y a aussi beaucoup de gens quand même qui viennent s'installer. Qu'est-ce que vous pensez, parce que vous connaissez quand même pas mal de Français qui sont venus et qui sont installés pendant quand même de nombreuses années maintenant, quelles sont, selon vous, les raisons de ces personnes-là pour venir s'installer ici? Ça dépend du contexte. En 1981, une grande partie de Français, parce que ici à l'époque, se sont installés 7000 Français à peu près. Hein, c'était énorme. C'était pour l'intérêt de la jujube. Beaucoup des Français qui s'occupaient de ça. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? La jujube, c'est une spécimen végétale d'origine mexicaine qu'ils ont trouvé qu'on pourrait produire de l'huile d'une très haute qualité nécessaire au développement spatial. Ah d'accord, ok. Oui, Au début, je pensais que c'était peut-être une huile comestible, mais non, pas du tout, c'est pour... oui, tout à fait. Et D'accord. donc, il y a pas mal de Français, des Européens qui se sont installés ici pour ça. Ah, d'accord. Mais il y avait une certaine méconnaissance parce qu'ils n'ont pas d'abord fait une expérience d'adaptation de ces espèces humaines, pas végétales, pour le chaco. On revient à peu près à Ford qui avait voulu installer sa fabrique de caoutchouc et qui n'avait pas fait Tout à fait. le travail adéquat avant. Tout à fait. Mais l'immigration des Européens en ce moment, vous pensez plus que c'est dû à des Européens qui fuient l'Europe ou le Paraguay qui a une politique quand même très accueillante Bon, ou il y a une 50-50? situation qu'il ne faut pas nier. L'Europe est soumise à une crise Oui. profonde. Il y a des gens, même des analystes, qui disent que l'Europe, en tant qu'une région qui a fait un effort de se comprendre, de s'organiser au niveau régional, avec la participation de 27 nations, ou un peu plus, quoi, et va disparaître. Et ça, je pense qu'il y a des données assez sérieuses dans cette situation de crise. Donc, d'une part, il y a cet intérêt, bon, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, et la région où on pourrait essayer de voir. Et aussi, je pense que bon, les politiques des nations européennes, ils sont rentrés dans une situation très préoccupante pour la planète. De toute façon, la croissance n'est pas infinie. À un moment, il faut savoir quand même ralentir un peu. Alors, c'est plus facile, évidemment, quand on est dans un pays qui est encore en pleine croissance que dans Tout un à fait. pays qui a déjà effectué la plus grosse Oui. partie de sa croissance. Mais ça ne peut pas être infini de Donc toute là, façon. c'est aussi une autre question, s'attaquer à la présence de la manufacture chinoise, n'est-ce pas, dans ces pays, et voir qu'est-ce qu'on va faire. Ça, c'est impossible. Impossible, quoi. Un pays comme la Chine, qui, on le sait aujourd'hui, arrive à promouvoir par an plus d'1,5 million ingénieurs, et que les États-Unis, n'est-ce pas, pour moi, chaque année,
seulement 300 000. Bon, il y a une différence énorme. Les Chinois ont quand même un côté très positif qu'on a aussi ici au Paraguay, c'est qu'il n'y a pas autant de bureaucratie que dans les sociétés européennes et américaines, où on met énormément de temps à, comme on dit en espagnol, à implementar, à mettre en place les choses. Les Chinois, c'est aujourd'hui, on a fait une voiture électrique qui est autonome, on l'essaye aujourd'hui. On a fait un drone qui est autonome, on l'essaye aujourd'hui. Et on a la chance quand même, ici au Paraguay, comparé en Europe, à ce que les choses soient plus rapides, plus simples, et plus rapide, surtout dans l'exécution. On a quand même beaucoup plus de liberté, c'est moins normé, moins contrôlé. Je voulais laisser aussi que l'effort de planification est nécessaire. Ah oui, Ça, oui. on le sait déjà par rapport au capitalisme. Oui, ça, par contre, la planification ici, c'est. Et puis, pas autre encore. chose, un mystère, donc intéressant pour nous aussi, avec la conversation, grâce à vous, c'est l'histoire de la tradition spirituelle et cosmovisionnelle et la considération et du confucianisme. J'aimerais beaucoup qu'un jour on puisse faire aussi une autre vidéo où vous pourriez nous parler un peu de ce qui est les mythes des Guaranis, parce que moi je trouve ça extrêmement intéressant. Et en général, les étrangers qui viennent résider ici au Paraguay sont très peu informés sur toute cette partie de la, on va dire de la culture paraguayenne. Oui, d'une façon ou d'une autre. Surtout, là, il y a eu aussi, il ne faut pas oublier que les jésuites, Oui, étaient des communicateurs et donc ils savaient parfaitement qu'ils devraient attirer l'attention du monde à l'époque, n'est-ce pas, par rapport à la publication des effets, par exemple, concevoir la culture guarani comme une culture inventée, un effort de restituer le paradis. Voilà, la façon dantée. Et bizarrement, normalement, on dit qu'en général, on ne veut pas mélanger une culture chrétienne et une culture, comme on aime dire nous, païenne. Mais bizarrement, ici, par contre, on le fait complètement. On mélange les mythos guarani avec le payé, des chamanismes brésiliens avec du christianisme, et ça ne pose de problème pour personne. C'est très mélangé. Ça fait un peu comme les Japonais qui ont mélangé le shintoïsme avec le bouddhisme et quelques rites chrétiens aussi à l'intérieur, et ça pose de problème à personne. Et ça fonctionne très bien comme ça. Mais en même temps, moi, je travaille beaucoup avec les gens, pour qu'ils exercent un protagonisme créatif, bien sûr, au niveau de la société, pour le sauvetage du patrimoine, des savoirs, de la cosmovision, etc., en utilisant le smartphone, c'est-à-dire le système de communication qui est organisé surtout pour détruire les coutumes, les traditions millénaires, originaires, les savoirs, les techniques millénaires. Les Indiens même, ils revendiquent leur façon d'écrire leur langue, avec une cellulaire, comme on dit. Utiliser le smartphone pour affirmer leur tradition. La technologie change quand même énormément de choses sur la communication. Moi, j'ai quand même pas mal d'amis libanais ici, et je vois qu'il y en a plein qui savent pas écrire l'arabe littéraire, mais qui ont leur version romanisée de l'arabe pour écrire sur le téléphone. Ça, c'est dû aussi à un effort créatif des sociétés et de leur propre expérience. Est-ce que vous pourriez dire un petit mot parce qu'en général, on est quand même très regardé par les Français, puisque c'est en français et francophone, belge, suisse, canadien. Est-ce que vous avez un petit mot à dire aux Français qui nous regardent et qui éventuellement veulent venir ici connaître le Paraguay? Est-ce que vous avez quelques petits mots, quelques petits conseils à leur donner? Je pense que savoir a un sens commun, tout simplement. Je ne dirais pas que le bonheur s'attend ici, mais je pense que c'est un pays intéressant. Surtout, c'est un pays qui nécessite absolument de la coopération, surtout au niveau technologique.
Puis surtout que c'est un bon moment parce qu'on est quand même en ce moment au Paraguay dans une dynamique de croissance et de développement assez intéressante. Oui. Parce que moi-même, je travaille et j'essaie d'attirer l'attention et l'intérêt de la question qui touche à l'intégration régionale, n'est-ce pas? Et donc, j'essaie de pousser beaucoup les Brésiliens à s'intéresser à la question d'échange avec le Paraguay. On essaye. Ils sont un peu difficiles. Parce que savoir aussi a une façon de concevoir leur destin. J'ai souvent une petite réflexion sur le Brésil. Que ce sont un peu les Américains de l'Amérique du Sud. Oui, d'une part. Deux empires, comme on disait. C'est pour ça qu'ils sont peut-être un peu plus compliqués que nos autres voisins. Oui. Mais par rapport à leur population aussi. Oui, bien sûr. On peut voir les Afro-Brésiliens, ils sont un petit peu distanciés, sont forcés. Du reste de la population du reste brésilienne. De la population oui. brésilienne. Et les Indiens aussi. Quoique, à un moment donné, parce qu'on a besoin des Indiens, donc on le met à la mode, au système de la mode. Mais c'est vrai que c'est quand même relativement rare. J'ai vu là que pour la COP20, ils avaient beaucoup mis en avant, ils avaient pris beaucoup de photos, etc. Mais je trouve que c'est plus de la photo qu'autre chose, j'ai l'impression. C'est plus du show. Oui, absolument. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont critiqué, n'est-ce pas? Par exemple, là, vous voyez ce qui s'est passé ici entre le Paraguay et le Brésil au moment de la construction Itaipú, des barrages considérables au niveau mondial. Eh bien, ça a créé l'expulsion de au moins 30 000 Ava Guarani de leur lieu, de leur territoire. C'est énorme comme douleur, comme tragédie pour une culture. Oui, puis répéter en plus, parce que je crois qu'il y a aussi des populations indigènes qui ont été déplacées lors de la construction aussi de Yacyretá. Yacyretá aussi. Qui est un peu plus moderne. Ça, moi, je l'ai connu, alors que Itaipú, c'était en 1974, je crois. Ils m'ont demandé de faire une analyse par rapport à ça, à travers une université locale à Encarnación, université catholique, ils m'ont demandé de me charger de faire une étude comparative. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai étudié surtout le cas des Indiens Bra-Guarani qui ont été poussés dans les poubelles, donc qui s'est transformé en poubelle. C'est pas accepté au Brésil, une partie, en Argentine, et aussi voir aussi l'expérience des Ménons ici, des Ménonites. C'est véritablement, comme dirait un grand écrivain espagnol qui a vécu ici, fin 19e, début 20e, je sais pas, il a écrit un livre formidable qui s'appelle La douleur paraguayenne. Qui explique un peu tout à fait. Le problème avec les indigènes et leur non-place, enfin, la place qu'ils ne leur est pas donnée dans la société, c'est ça? Et surtout des populations qui étaient liées à la production, à l'exploitation de la yerba mate. De toute façon, ces problèmes avec les populations indigènes, ce sont des problèmes que presque tous les pays voisins ont aussi. Hein. Tout à fait. Oui. Bon, on est déjà sur 1h30. Je pense qu'on va s'arrêter là et puis on va peut-être en refaire une autre sur une thématique différente la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup, Guillermo, pour tout ce que vous nous avez raconté et puis pour votre expérience. Votre équipe, merci, c'est très gentil. Pour cette interview. Puis on a essayé ce qu'on pouvait. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, abonnez-vous et puis partagez à vos amis. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le Paraguay, regardez aussi nos autres vidéos. On publie plusieurs fois par mois. On a aussi beaucoup de shorts qui parlent de la vie ici et de l'installation au Paraguay. Et puis à la prochaine fois.